Il y a quelque chose d'étrange avec cette guerre. Aucun conflit n'a été aussi meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Des pays étrangers sont intervenus. Tout le monde tente de l'expliquer d'une seule et même manière. La tension ethnique. Les divisions ethniques. Recrudescence d'anciennes tensions ethniques. Vous êtes sur le point de découvrir toute la vérité sur le conflit. Tu vois, le Kosovo, c'est ce petit territoire-là. Il partage sa frontière, disputée avec la Serbie, l'Albanie, la Macédoine et le Monténégro. Who decided to name a country Montenegro? Ces dernières années, un conflit très controversé est survenu. Pour mieux le comprendre, il faut revenir en arrière dans le temps. En 1912, l'Albanie déclare son indépendance pour la première fois, et ce suite aux guerres balkaniques. Mais l'histoire de son peuple date de bien avant son indépendance, puisqu'on peut les retracer jusqu'aux Illyriens, un peuple autochtone vivant dans les Balkans, plus précisément dans la Dalmatie et au Kosovo actuel. Dans la conscience collective albanaise, ils sont présents depuis le début au Kosovo, et ce sont les Serbes avec l'émigration slave qui les ont poussés à partir. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait vrai. Les historiens n'ont pas réussi à prouver que les Albanais appartiennent aux peuples illyriens. Ils pourraient très bien être une tribu de la Dacia ou de la Thrace, mais ne disposant pas d'écriture à cette époque, il est très difficile de les retrouver. En réalité, leur première mention en tant que peuple figure dans les écrits de l'Empire byzantin, au XIIe siècle. L'Albanie en 1912 cherche son histoire et cherche à se créer une mémoire nationale. Elle s'appuie sur sa langue qui est unique dans la péninsule balkanique. Si quelqu'un parle l'albanais dans cette région, alors il l'est forcément. Avançons un peu dans l'histoire. Nous sommes après les guerres balkaniques et la Première Guerre mondiale. L'Albanie vient de passer sous protectorat italien et la Yougoslavie est sur le point de se faire envahir par l'Allemagne. Dépassé, le royaume de Yougoslavie perd en seulement 8 jours. Pendant toute la période de la Seconde Guerre mondiale, le Kosovo fut rattaché à l'Albanie. Durant la durée du protectorat, l'Albanie va résister à l'occupation sous 3 groupes. Mais le groupe communiste, mieux organisé, sort vainqueur de la guerre. À la tête de la résistance communiste, Enver Hoxha, futur dictateur pendant 40 ans de l'Albanie. Sous Enver Hoxha, l'Albanie devient une dictature très dure. Les citoyens ne possèdent presque plus rien. L'implantation de la collectivisation des terres n'améliore pas les choses. La religion y est aussi fortement réprimée. Au fur et à mesure du temps, l'Albanie finit isolée aussi bien diplomatiquement qu'économiquement. Beaucoup des personnes vivantes en Albanie décident de fuir vers le Kosovo ou vers la Macédoine du Nord. Où se développe un islam très conservateur, puisque la religion n'est pas réprimée. Finalement, Enver Hoxha meurt le 11 avril 1985. Des périodes d'instabilité politique se succèdent jusqu'à ce que l'Albanie décide de s'ouvrir aux marchés mondiaux. Le passage de dogmes communistes aux dogmes libéraux s'est fait trop rapidement et sans entre-deux. Je vous explique, c'est important pour la suite. En 1995-1996, les banques albanaises sont en difficulté et les habitants n'arrivent plus à rembourser leurs prêts. Donc les banques deviennent de plus en plus exigeantes au niveau des crédits. Donc la population va se tourner vers des sociétés qui leur promettent de bons taux d'intérêt en leur faveur lorsqu'ils placent de l'argent chez eux. Lors de cette période, environ 2 millions d'Albanais placent chez eux. Nous rentrons dans la crise des pyramides. Lorsque le premier Albanais place de l'argent dans cette société frauduleuse, il reçoit le taux d'intérêt de l'Albanais qui vient de placer le sien. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que la société ferme. Lorsqu'une d'entre elles ferme, toutes les autres ferment aussi. Les habitants ayant perdu leur argent décident de manifester dans les rues. Ils pillent les coffres de l'État et pire que tout, les arsenaux vont se vider. L'histoire finit par l'enrichissement des mafias en charge de la société pyramidale, mais aussi par la circulation des armes volées des arsenaux vers le Kosovo, ce qui va poser un grand problème pour la suite. Mais il ne manque pas toute une partie de l'histoire. Si, c'est celle du second protagoniste de l'histoire, la Serbie. Les Serbes considèrent le Kosovo comme le berceau de leur peuple. Et pour cause, la capitale de leur empire était à Prizren, le sommet de leur patriarche était à Peć, nombre de monastères datant de l'époque médiévale y sont présents, mais aussi la bataille du Kosovo Polier en 1389, qui dans le cœur des Serbes a une place particulière. Cette bataille a vu l'anéantissement des forces serbes et du roi Lazare. Le meurtre du sultan par Miloš Bilić, considéré comme un héros encore aujourd'hui. De nouveau, nous sommes aux guerres balkaniques. La Serbie récupère le Kosovo et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le Kosovo sera sous autorité serbe. Pendant toute la période communiste de 1945 à 1974, le Kosovo ne dispose pas d'autonomie au sein de la fédération yougoslave. C'est seulement avec la nouvelle constitution que met en place Tito, dictateur de la Yougoslavie communiste, avec son bras droit Kardelj, qu'elle devient autonome avec la Voïvodine. Tito fait des Albanais majoritaires dans un état fédéral où ils étaient minoritaires.
Les Serbes ressentent ça comme un coup dans le dos. Après 1974, le Kosovo est toujours la région la moins développée de la Yougoslavie, ce qui donne lieu à des manifestations de la jeunesse au sein de la population albanophone vivante au Kosovo, et à chaque fois durement réprimées par les autorités. Avec la mort de Tito, les tensions ethniques commencent à remonter, mais cela ne s'arrange pas lorsque Milosevic prend le pouvoir. En mars 1989, à quelques jours de l'éclatement de la Yougoslavie, il révoque le statut d'autonomie de la province, provoquant des manifestations monstres à Pristina, au sein des Albanais du Kosovo. La guerre de Yougoslavie éclate et les populations albanaises du Kosovo subissent des discriminations. La langue albanaise est interdite, ils ne sont plus autorisés à exercer des fonctions d'autorité au sein de la République de Serbie. Le chômage explose jusqu'à atteindre 70%. En réaction, les Albanais de la maternelle à la primaire, soit 400 000 élèves, se réunissent dans des maisons privées ou dans des garages pour étudier la langue. L'université, quant à elle, ne proposait pas de débouchés pour les jeunes. De ce fait, les Albanais furent incités à émigrer. 250 000 d'entre eux quittèrent la région. Finalement, les accords de Dayton sont signés par les trois acteurs majeurs de la guerre de Yougoslavie, ce qui met fin au conflit de Croatie et de Bosnie. La situation économique est mauvaise, les Albanais subissent des discriminations. Qu'est-ce qu'il peut bien se passer ? L'acteur principal de la politique au Kosovo lors de la révocation de l'autonomie est Ibrahim Rugova. Il est à la tête de la Ligue démocratique du Kosovo. En réaction à la révocation, il déclare l'indépendance du Kosovo, qui est reconnue immédiatement par la République d'Albanie. En 1990, il met en place un gouvernement fantôme pour le Kosovo albanophone, même si très peu de pouvoirs leur sont reconnus. En 1992, il remporte les élections au Kosovo et reste au pouvoir pendant 7 ans. Sa politique est une tentative d'accord avec le président de la République de Serbie, Slobodan Milosevic. Parallèlement, un groupe terroriste né, l'UÇK. Nous pouvons dater sa première apparition en 1993, lors d'un attentat contre la police secrète serbe, mais aussi d'autres attaques qui avaient coûté la vie à 2 policiers serbes à Glogovac. L'UÇK s'est fait connaître en revendiquant ses premiers attentats à la bombe contre des réfugiés serbes installés au Kosovo en été 1995. Là où Ibrahim Rugova est plus apte à régler les problèmes diplomatiquement et pacifiquement, l'UÇK est quant à elle plus disposée par les armes et l'intimidation. Jusqu'en 1997, Ibrahim Rugova était la figure de proue des Albanais. Le peuple albanais se reconnaissait en lui et suivait sa politique. Mais le 28 novembre, à un enterrement à Srebrenica, 2 des 3 combattants de l'UÇK enlevèrent leur cagoule, appelèrent à la résistance. La foule se mit alors à les applaudir. Vous souvenez-vous de la crise des pyramides de Ponzi en Albanie? Quelques 700 000 à 1 million d'armes légères se retrouvèrent en possession des soldats de l'armée de l'UÇK, utiles à la bataille qu'ils veulent mener. Les attaques terroristes menées par l'UÇK dans les années 1998 ont conduit la police et l'armée serbe à mener une politique de répression envers le groupe. Cette année, les batailles ont été principalement menées dans des villages où l'UÇK trouvait refuge. Ces militants se cachaient dans des villages à majorité albanaise, avec lesquels ils pouvaient acheter le silence. Les diverses offensives serbes contre l'armée de l'UÇK se faisaient à l'arme lourde, servant à bombarder les villages pour tuer les membres du groupe terroriste, provoquant aussi des pertes civiles majoritairement albanaises. Les affrontements entre les forces serbes et l'UÇK ont causé la destruction des villages, provoquant l'exode de 300 000 personnes. En février 1998, l'armée serbe frappe un grand coup à Drenica, berceau de la création de l'UÇK. Répondant aux embuscades de la milice, il mène plusieurs attaques militaires au cours du 28 février au 1er mars. Accompagnée de véhicules blindés et d'hélicoptères, elle réussit à récupérer des armes à l'UÇK. Moins d'une semaine plus tard, le 5 mars, l'armée a attaqué le village voisin de Prekaz. Le chef de l'UÇK y a été tué, ainsi que toute sa famille. Les affrontements entre les 2 forces armées ont causé 83 morts parmi les civils. Cependant, l'ONG Human Rights Watch suggère que des exécutions sommaires envers les civils se sont passées. De nombreuses victimes ont été tuées à bout portant, dont des personnes âgées, ainsi que des femmes et des enfants. Le 3 mars, 50 000 habitants se sont réunis pour enterrer les victimes du massacre de Drenica. De nombreux Albanais soutenant la politique non violente de Rugova ont décidé de rejoindre l'UÇK. Ils ont considéré que le seul moyen de devenir indépendant était de prendre les armes. Ce massacre a grandement participé à la radicalisation de la population albanaise et ont contribué à solidifier l'opposition à l'armée de Belgrade. Durant le reste de l'année, plusieurs batailles ont été menées entre l'UÇK et l'armée fédérale yougoslave, avec des dégâts civils lorsque les affrontements se déroulaient dans les villages. 24 mars 1999. Jusqu'à présent, le monde n'avait pas été impliqué totalement dans la guerre du Kosovo. Mais le massacre de Račak a mis le feu aux poudres. Ce sont 24 civils qui ont été tués dans ce tout petit village, selon la version occidentale. Mais les Serbes en ont une toute autre. Ce sont des terroristes qui ont été empilés artificiellement par des soldats de l'UÇK pour les faire accuser. Mais qui a raison ? William Walker a été le premier à dénoncer ce massacre et à faire porter sa voix sur la scène internationale.
On est en droit de se poser la question de qui est-il? C'était un homme affilié au département d'État américain, puis grâce à ses bons et loyaux services, est devenu ambassadeur des États-Unis au Salvador. Soupçonné de sympathie communiste, 6 hommes de Jésus se font froidement assassiner par le bataillon paramilitaire Alcatel. Mais vous allez me dire, mais quel est le rapport? En tant qu'ambassadeur, il entreprend intimidation sur intimidation pour étouffer l'affaire. Un des colonels salvadoriens avait confirmé que ces meurtres étaient liés à des hommes politiques et à l'armée américaine. Quelques années plus tard, il a été désigné par Bill Clinton pour représenter les États-Unis au Panama. La compagnie de Jésus s'y est fortement opposée à cause du meurtre des 6 prêtres. Via la complicité de l'ambassade américaine dirigée par Walker, qui avait dissimulé les preuves, fait obstacle à l'enquête, exercé des pressions importantes pour empêcher la tenue d'un procès impartial et terrorisé les témoins. C'est donc un expert en crimes d'État qui découvre et dénonce ce massacre. Sans être remise en question, l'affirmation de Walker est relayée par toute la presse occidentale. Encore une fois, 2 visions s'opposent. Selon les médias occidentaux, le déroulé est celui-ci. Des policiers serbes cagoulés ont pénétré le village de Račak. Bombardé depuis le matin par l'armée yougoslave, les forces serbes ont alors commencé à exécuter les hommes albanais un par un. Du côté de la vision des Serbes, les affrontements se sont faits entre l'armée yougoslave et des soldats de l'UÇK. Les vainqueurs de la bataille se félicitent des armes récupérées dans les maisons. Des observateurs de l'OSCE ont également assisté au prétendu massacre. Selon eux, l'essentiel des attaques entre l'UÇK et la police serbe s'est passé dans les bois, et non dans le village. Christophe Châtelot, envoyé spécial du journal Le Monde, pose plusieurs questions. Comment les policiers serbes auraient pu réunir un groupe de civils et les diriger tranquillement vers le lieu de leur exécution, alors qu'ils n'ont cessé d'être sous le feu de l'UÇK? Comment le fossé où William Walker découvrira une vingtaine de corps aurait-il pu échapper au regard des habitants de Račak revenus chez eux après la fin des combats, et à celui des observateurs de l'OSCE présents pendant plus de 2 heures dans ce tout petit village? En 2001, un quotidien allemand, le Berliner Zeitung, déclare que les médecins légistes finlandais chargés par l'UE de l'enquête sur la tuerie n'ont pas été en mesure de clairement établir ce qui s'est réellement passé. L'absence de poudre sur les corps morts leur a permis de conclure que les preuves qui ont été présentées par l'OSCE et par de nombreux politiciens occidentaux comme une exécution massive de civils albanais par les forces de sécurité yougoslaves n'existent pas. Lourd de sens que l'on ait empêché la publication des résultats de l'enquête. Les prochains jours vous offrent une occasion unique de franchir une étape décisive vers la réconciliation. Le massacre de Račak a eu pour effet immédiat la convocation à Rambouillet des belligérants par le groupe de contact international chargé du règlement de la situation au Kosovo. La conférence a officiellement pour but la négociation de la paix dans la province. Mais pour réussir à l'avoir, le groupe de contact international devait obtenir le rétablissement d'une autonomie substantielle pour le Kosovo et le respect par Belgrade des libertés politiques, culturelles, religieuses et linguistiques des Kosovars. L'idée première est née de Lionel Jospin, Premier ministre français, Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères, et de Robin Cook, patron du Foreign Office. Et ainsi, le samedi 6 février 1999 s'ouvre la conférence de Rambouillet. Pendant 15 jours, les différents protagonistes doivent se mettre en accord. Des représentants de Belgrade sont accueillis, mais aussi du parti de Rugova et surtout des membres de l'UÇK. Le piège commence d'ores et déjà à se fermer sur la délégation serbe. Le premier fait marquant étant que les invités à la table sont Hashim Thaçi et Javid Haliti, tous les deux considérés comme des terroristes par les USA quelques jours plus tôt. À cette table, Madeleine Albright, secrétaire d'État américain, née en Tchécoslovaquie, elle a passé la majorité de son enfance à vivre à Belgrade. Dans une note écrite de Hubert Védrine concernant Madeleine Albright, il dit « Il est perceptible que la secrétaire d'État veut la guerre, assimilant Milosevic à Hitler. On a vraiment essayé de contenir Madeleine et de ne pas se laisser enfermer par les Kosovars qui faisaient constamment de la surenchère. » Voici le deuxième fait marquant. Le New York Times révèle que Madeleine a multiplié les tentatives pour se faire considérer comme une amie de l'UÇK, écartant ainsi de la discussion le pacifiste Rugova, en le plaçant en simple rôle de figurant. La France de Jacques Chirac était aussi alignée sur la politique de non-violence de Rugova. De ce fait,
Les diplomates pacifistes français et kosovars sont écartés de la table. Jacques Chirac, lors des pourparlers, avait deux choix qui s'offraient à lui. Le premier étant de suivre la politique américaine et donc faire considérablement perdre le pouvoir diplomatique de la France, mais être sûr des relations futures avec les USA, ou bien de proposer une solution politique et pacifique entre les forces serbes et albanaises, créant du désordre au sein de la coalition. Le choix 1 a été préféré par la France qui dès lors n'avait plus la main mise sur la conférence. Elle se déroulait désormais exclusivement entre les diplomates serbes, américains et Lučeka. Les discussions se déroulent en défaveur des Serbes qui acceptent énormément de concessions, notamment le retour d'une autonomie similaire à celle de 1980, dans le but de l'égalité de toutes les communautés nationales et dans l'impossibilité d'imposer les intérêts d'une communauté nationale. Cependant, un point est resté en suspens, le référendum sur l'indépendance du Kosovo porté par les membres de Lučeka, soutenu par Madeleine Albright. Les deux parties refusent de signer le document tant que ce référendum n'est pas accepté par la République fédérale yougoslave. De plus, les Américains ont noté un appendice B très défavorable à la fédération. Je vais vous présenter un des 6 articles pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Le personnel de l'OTAN devra être protégé contre toute forme d'arrestation, d'investigation ou de détention par les autorités de la République fédérale de Yougoslavie. Le personnel de l'OTAN arrêté ou retenu par erreur devra immédiatement être livré aux autorités de l'OTAN, etc., etc. Cet appendice niait explicitement la souveraineté de Belgrade. De fait, il dictait les conditions du déploiement militaire non seulement au Kosovo, mais dans tout le pays d'une force d'occupation militaire internationale bénéficiant d'une impunité totale, une tutelle de type colonial. Comme l'histoire a vocation de se répéter, les Serbes refusent de le signer encore une fois, comme en 1914. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une guerre mondiale qui va se déclencher, mais un raid militaire aérien de l'OTAN. Le dernier jour, Madeleine Albright pousse Lučeka à signer les documents, faisant porter sur le dos des Serbes l'entière responsabilité des échecs des négociations pour la paix, ce que les médias occidentaux s'empressent de relayer et d'accuser les Serbes et Milošević pour l'échec de la conférence. C'est ainsi que le piège de Rambouillet se renferme sur les Serbes. Le massacre de Račak et l'échec des négociations de Rambouillet ont permis aux Occidentaux de lancer un raid militaire aérien dirigé par l'OTAN. B-52 bombers from miles overhead sent a devastating rain of bombs falling on the area of Gorashub. Cette opération fortement débattue est bloquée par deux des membres du Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie et la Chine. Pour lancer la campagne militaire, Jacques Chirac pense qu'il faudrait un mandat de l'ONU et outrepasser les vétos imposés par les deux membres permanents. Bill Clinton est alors appelé par le président français pour discuter des deux problèmes, et deux solutions sont proposées par le président américain. La première qui est de ne pas demander de mandat à l'ONU, et la deuxième qui est de passer par la formule du sommet de l'OTAN de 1994, sous l'autorité du Conseil de sécurité. En outre, Bill Clinton demande de faire passer l'opération en toute illégalité, sans que l'ONU ne puisse y réagir et faire quoi que ce soit. Il enfreint ainsi deux règles. La première, article 2, alinéa 3. Les membres de l'organisation règlent leurs différends par des moyens pacifiques de telle manière que la paix et la sécurité internationale ne soient pas mises en danger. Mais aussi l'alinéa 4 s'abstiennent dans les relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout état de droit, de toute autre manière incompatible avec le but des Nations Unies. Situation aggravante pour les Serbes, le plan Podkova fuite, qui signifie littéralement fer de cheval, et implicitement voudrait dire la prise en tenaille des populations albanaises pour les épurer ethniquement du Kosovo. Ce plan a été forgé par les Allemands à partir d'éléments épars des services secrets autrichiens, par des preuves données par les politiques bulgares. Sauf que ce plan n'a tout bonnement jamais existé. Les preuves ont été inventées par les services secrets bulgares qui voulaient faire bonne impression pour rejoindre l'OTAN et l'UE. De plus, cela devait mettre la puce à l'oreille étant donné que le mot Podkova se dit en bulgare, mais qu'en serbe cela serait Podkovica. Cela a notamment servi de prétexte pour les Allemands pour intensifier les bombardements. Mais aussi, l'Alliance Atlantique Nord n'est censée être qu'une alliance défensive. En absence d'une attaque armée contre l'un de ses membres, elle ne s'autorise pas à agir. C'est ce que nous rappelle l'article 5 du traité de l'OTAN. Le 24 mars 1999 débute l'opération Forces Alliées. To demonstrate the seriousness of NATO's purpose.
Pendant 78 jours, les membres de l'OTAN ont bombardé la République fédérale de Yougoslavie, en effectuant 58 000 sorties aériennes. Les bombes ont fait des morts, dont la moitié étant des civils et le quart d'entre eux étant des Albanais. Human Rights Watch observe que les bombardiers de l'Alliance ont à multiples reprises visé des cibles illégitimes, comme la radio-télévision serbe, ou bien des ponts situés sur des axes non majeurs et qui n'avaient pas de fonction militaire. Une autre ONG humanitaire, Amnesty International, publie elle aussi en juin 2000 que les lois de la guerre définies par la Convention de Genève n'ont pas toujours été respectées et que les pertes civiles auraient pu être épargnées. Elle pose la question notamment sur l'événement du 12 avril 1999. Un train passait sur le pont de Grdelica quand une bombe est lâchée. 12 civils y sont morts. Le pilote de l'OTAN a remarqué que des gens ont été touchés et a lâché une autre bombe. Les Américains pensaient faire plier Milosevic en quelques jours, mais ce bombardement a eu l'effet inverse. Non seulement il a duré beaucoup plus longtemps, 78 jours, mais aussi, selon l'OSCE, les tueries sommaires sont devenues un phénomène généralisé dans tout le Kosovo, après le début de la campagne aérienne de l'OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie. Jusque-là, il est noté que l'attention des forces militaires et de sécurité serbes était restée fixée sur des communautés kosovares dans des régions où passaient des routes ou dans lesquelles se trouvaient des bases de l'UÇK. Enfin, les USA se sont servis de cette opération comme d'une rampe de lancement pour le futur, comme en Irak. Ainsi, le 9 juin 1999, des représentants de l'Alliance et de la République fédérale de Yougoslavie signent à Kumanovo un accord militaire technique de cessez-le-feu. Ce document planifie le retrait au Kosovo des forces serbes et le déploiement dans la province d'une présence internationale civile et de sécurité, où l'OTAN prendra une grosse part. La Kosovo Force, forte de 50 000 hommes. Vous souvenez-vous, à Rambouillet, les Américains avaient demandé de déployer une force armée sur l'ensemble de la République fédérale de Yougoslavie. Ce revirement a pour hypothèse que les appendices avaient pour seul objectif de pousser à bout les Serbes pour qu'ils soient les seuls fautifs de l'échec des négociations. Le 10 juin 1999, voyant que les troupes serbes se retirent réellement du Kosovo, les bombardements cessent. William Cohen, secrétaire de la défense des États-Unis, s'exclama d'une victoire éclatante, clamant la destruction de 120 chars, 220 blindés et 450 pièces d'artillerie yougoslave, soit 75% des armes lourdes. Sauf que les Yougoslaves ayant utilisé des leurs, les Américains ont détruit 14 chars, 18 blindés et 20 pièces d'artillerie, soit 6% des armes lourdes de la Yougoslavie. Sur le plan politique, l'opération Forces alliées se révèle tout à fait contre-productive. Dans un élan d'union nationale, le peuple a été temporairement ressoudé derrière Milosevic, qui sera renversé par la rue en octobre 2000. L'opération censée protéger les Albanais a elle aussi été contre-productive. Les bombardements ont légitimé les violences faites aux civils albanais, expulsant ainsi 860 000 d'entre eux. Sur le plan économique, la guerre américaine a tenu ses promesses. Près de 80 entreprises, essentiellement dans l'industrie lourde, ont été détruites. La production industrielle a chuté de 45% et la pénurie a fait monter les prix, entraînant également des difficultés d'approvisionnement. Et 45 à 50% de la population va tomber sous le seuil de la pauvreté. L'instabilité politique et économique de la Serbie ont permis à la mafia de s'installer et de prendre contrôle dans des secteurs économiques. Après la libération du Kosovo, les contrôles inexistants aux frontières ont provoqué de larges problèmes. Les Albanais ont beaucoup enduré durant cette guerre, mais pour se venger, ils participent à des violations massives des droits des non-albanais. L'OSCE explique que pour prévenir les exactions, les Occidentaux auraient dû mettre en place de rigoureux contrôles. Cette absence de contrôle a fait bousculer la province dans une violence incontrôlée. Le groupe ayant le plus subi, ce sont les Serbes, car l'hypothèse de leur culpabilité collective a prévalu. Les Roms et les musulmans slaves ont eux aussi été systématiquement chassés de chez eux. Les premiers ont été décimés de la région, et les seconds partagent quant à eux la même foi que les Albanais du Kosovo. Cependant, le simple fait qu'ils parlent serbo-croate a prévalu et ont été qualifiés de suspects. À Uroševac, où la population était albanaise à 90% et serbe à 10%, le chiffre des seconds a diminué à une cinquantaine de représentants. Pristina, capitale du Kosovo, avait 225 000 personnes, dont 180 000 Albanais, 30 000 Serbes et 15 000 représentants des autres minorités. Après l'intervention de l'OTAN, il ne restait plus que 5 000 Serbes et au mois d'octobre plus que 500.
Par la suite, l'OSCE démembre une série de tueries sur les Serbes et les autres minorités. Cela n'a pas aidé à maintenir une diversité ethnique. Le serbo-croate était interdit. Vous allez comprendre avec cet exemple assez parlant. Un membre du personnel de la MINUC, mission d'administration des Nations Unies au Kosovo, arrivé au matin, a répondu à un passant dans la langue et a été assassiné le jour même. Selon l'OSCE, encore une fois, ces crimes à répétition n'avaient rien de spontané. L'objectif était d'instaurer un climat de terreur. En 2001, après la guerre du Kosovo et le renversement de Milošević dans la révolution des bulldozers, les membres de l'UÇK ont cessé d'exister, mais des vétérans et des membres de l'organisation ont créé la UÇPMB. Leur but était d'œuvrer pour la sécession de 3 régions en Serbie, Medvedav, Bujanovac et Preševo. Dans ces régions, certaines parties avaient une population albanaise majoritaire. Avec l'accord de Kumanovo, des zones démilitarisées ont été imposées par l'OTAN pour éviter une autre escalade armée. L'UÇPMB a commencé alors à s'insurger dans ces régions-là, prenant rapidement possession de ces territoires. Le président de la Serbie demande alors la remilitarisation, ce qu'elle obtient de l'OTAN. Rapidement, après l'autorisation, l'armée fédérale en viendra à bout. Pour les derniers résistants, l'Occident propose aux soldats de l'UÇPMB de déposer leurs armes et de ne recevoir aucune sanction. Ainsi, 450 personnes se rendent ainsi que leur chef. Plusieurs questions, mais une en particulier. Si les États-Unis étaient soucieux des droits des Albanais, pourquoi ne pas les avoir soutenus cette fois aussi? Au même moment, en Macédoine, on comptait 20% d'Albanais qui vivaient dans son nord. De la même manière que pour l'insurrection dans la vallée de Preševo, est créée la NLA ou UÇK Macédoine qui regroupe comme dans l'UÇPMB des vétérans de la guerre du Kosovo et des membres venus de Macédoine. Human Rights Watch exprime que les causes du conflit sont confuses et mènent à débat. La NLA clame qu'ils se sont insurgés pour obtenir plus de droits et se battent contre les discriminations systémiques contre les Albanais de Macédoine par les autorités, pendant que le gouvernement clame quant à lui que le but de l'UÇKM était de gagner du contrôle sur le territoire macédonien. Pour contrer ça, l'armée du pays décide de s'attaquer aux insurgés, agissant principalement dans les alentours de Tetovo et Kumanovo. Le déroulé de la guerre est très similaire à celui du Kosovo en 1998. Pourtant, l'OTAN se montre moins compatissant avec les Albanais, vu qu'elle prend en chasse l'armée de résistance. L'OTAN déploie 4500 hommes en Macédoine pendant tout le mois de septembre, et ils réussissent à prendre à l'armée de libération 4000 armes. La Helsinki Mission et Human Rights Watch blâment les forces gouvernementales pour la destruction du village de Runica, dans les alentours de Kumanovo, en signe de vengeance des frappes de l'UÇKM. Skopje, quant à lui, accuse les rebelles d'utiliser des villageois en tant que bouclier humain. Finalement, l'accord d'Ohrid est signé. Celui-ci donne plus de droits aux Albanais, décentralise le pays et autorise l'albanais comme seconde langue du pays. La guerre du Kosovo que les Alliés ont menée a créé plus d'instabilité qu'avant dans la région, donnant aux Albanais dans les régions où ils sont majoritaires une envie de sécession. Cependant, ce n'est pas la fin de la vague d'insurrection, puisque le 16 mars 2004 au soir, une association de vétérans de l'UÇK organisa dans toutes les villes albanaises du Kosovo de grandes manifestations pour protester contre l'arrestation et l'incarcération d'anciens chefs accusés. L'humeur des manifestants pro-UÇK, d'après Human Rights Watch, peut se résumer par leur slogan « Minuk, prends garde, l'UÇK va te brûler ». Le 17 mars, les journaux kosovars rapportent le compte-rendu des manifestations, mais aussi que 3 Albanais ont été noyés par des Serbes. Mensonge démenti par la suite. Très vite relayé par tous les médias du Kosovo, ces imprécations anti-serbes venant juste après la manifestation de l'UÇK déchaînent dans toute la province un déferlement de haine et de violence. Il va se dérouler 2 jours pendant lesquels 50 000 émeutiers vont s'attaquer à des minorités non albanaises vivant elles aussi au Kosovo. Brûlant et pillant leurs maisons sans protection de l'OTAN, les habitants étaient obligés de subir les atrocités des émeutiers. Les émeutes de mars 2004, qui ont vu les minorités du Kosovo être systématiquement attaquées par des Albanais, ont fait 19 morts, 954 blessés, 4100 Kosovars appartenant à des minorités ont été chassés de chez eux, 550 maisons totalement ravagées, et 27 églises et monastères ont été brûlés. Mais est-ce que ces violences ont été spontanées ou au contraire planifiées ? Pour Human Rights Watch, les violences n'ont été qu'en partie spontanées. Beaucoup de jeunes Albanais se sentant marginalisés se sont joints spontanément, car elle était un exutoire à leur frustration. L'Institut für Europäische Politik écrit à la demande des autorités allemandes, d'un point de vue sociologique, le fait que la jeunesse évolue dans un environnement de grande pauvreté sociale et de manque de perspectives individuelles constitue aujourd'hui le signal le plus alarmant au Kosovo et le meilleur terreau pour l'instabilité politique. Sur un marché du travail sous-développé qui compte déjà 75% des chômeurs parmi les jeunes,
arrivent chaque année 36 000 actifs supplémentaires, ce qui rend la situation préoccupante encore à court et moyen terme. Cela fait craindre des désordres sociaux accrus, mais aussi une extension de la criminalité et des forces extrémistes. Compte tenu de la progression démographique, les organisations criminelles peuvent compter sur un potentiel inépuisable d'hommes jeunes, privés de perspectives et donc disposés à la violence, ce qui réduit d'autant les possibilités d'établir une sécurité durable. Selon les services secrets allemands, consacrés à la criminalité organisée kosovare, confirment de leur côté que les émeutes ont été au moins en partie planifiées. D'après eux, les mafias n'ont aucun intérêt à laisser se mettre en place un appareil d'État efficace, car celui-ci nuirait à leur florissant trafic. Ils ajoutent, les événements qui venaient de se dérouler au Kosovo avaient été préparés par le crime organisé, qui en a été à la fois l'instigateur et l'organisateur. Des membres de l'organisation albano-kosovare et serbe auraient participé à la planification des émeutes. Cet incident aurait été mis à profit pour organiser d'importants convoyages par camions entiers de cocaïne et d'héroïne. En 2003, la MINUC recueille des témoignages d'anciens membres de l'UÇK. Ils expliquent qu'en 1990 et 2000, ils ont été chargés d'emmener des camions remplis de prisonniers, mais aussi de jeunes femmes venant de l'Est de l'Europe dans des camps de prisonniers en Albanie. Certains ont été emmenés dans une clinique de fortune. Les repentis ont tous participé à cette expédition. Les soldats de l'UÇK à qui ils remettaient leur cargaison humaine leur ont ordonné de ne pas porter atteinte à l'intégrité physique des prisonniers. Pour Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères et européennes, lors d'une série de questions, nie totalement l'existence de ce genre de camp de détention. La vente des organes. Mais vous êtes malade, non? J'ai une tête à vendre des organes, moi. Mais vous êtes fou, vous croyez n'importe quelle connerie. Alors Rada et moi, on aurait volé des cadavres pour vendre des organes, mais à qui? Naïm Miftari, ancien cadre de l'UÇK, qui témoigne à visage découvert, exprime en 1999 « Aucun crime ne pouvait être commis sans que Kouchner en soit informé ». Voyant la multiplication de témoignages, Eulex, la mission suivant la MINUC, ouvre une enquête et établit que pendant la seule année 2008, 20 donneurs d'organes moldaves, russes et turcs, poussés par la nécessité, ont été opérés. Elle a ensuite implanté les organes à des riches occidentaux, pour des sommes allant de 100 000 à 150 000 euros. En octobre, 6 médecins et l'ancien haut responsable du ministère de la Santé sont inculpés pour trafic d'organes. Au même moment, en Italie, paraît le livre-mémoire de Carla Del Ponte, la procureure du tribunal international de Yougoslavie, où elle raconte sa difficile traque des prisonniers de guerre serbes, mais aussi croates qui ont épuré la Krajina. Elle raconte aussi son amertume lorsqu'elle a été empêchée, après l'opération Forces Alliées, d'enquêter sur les crimes de l'OTAN. Surtout, elle raconte que les Nations Unies ont été informées dès 2003 de ce que les commandants de l'UÇK auraient participé pendant le bombardement de la République fédérale de Yougoslavie. Un monstrueux trafic d'organes. Concret, des indices concrets que même les Albanais avaient commis des crimes comme UÇK. Là, j'ai ouvert une enquête et là, les difficultés ont commencé. L'OTAN ne nous aidait pas, personne ne nous aidait. Là, j'ai compris que politiquement, on ne voulait pas qu'on fasse ces enquêtes. Parce que c'est trop sensible, le Kosovo. Donc on a peur que ça reprend, n'est-ce pas, un conflit. Elle révèle pendant 4 ans que la communauté internationale s'est abstenue d'enquêter sur ces terribles accusations, ce qui rend encore plus dur l'écoute de témoins et que l'UÇK les intimide constamment. Au mois de décembre 2002, une bombe explose à Pristina sur un témoin potentiel qui devait déposer devant une cour kosovare contre 5 anciens membres de l'UÇK, accusés d'avoir organisé un centre de détention et torturé les prisonniers. Le 2 août, 4 hommes armés de fusils d'assaut ouvrent le feu à Peć. Ils y tuent 3 civils albanais âgés de 11 à 34 ans. L'attaque visait en fait Recep Kelmendi, témoin à charge contre Davut Haradinaj, frère de Ramush Haradinaj, ancien chef de l'UÇK, que les services secrets allemands considèrent comme un personnage clé du crime organisé dans les Balkans. Ces intimidations sont courantes, mais ce n'est pas le seul obstacle que rencontre l'administration de la justice internationale. Les enquêteurs de l'ONU en charge de cette affaire disent que les fonctionnaires de la principale base américaine au Kosovo se sont rendus sur les lieux pour nettoyer la scène du crime avant l'arrivée de l'équipe médico-légale. Ils ont par exemple emporté des balles qui avaient été tirées dans le mur.
Plus étonnant encore, Ramush Haradinaj a été transporté à la base Bondsteel où il a été soigné dans l'abri des regards, en interdisant l'accès à l'ONU de lui parler. Depuis la déclaration de l'indépendance du Kosovo en 2008, non reconnue unilatéralement, 8% des habitants de la région sont serbes et ne reconnaissent pas son indépendance. Les autorités gouvernementales kosovares tentent alors de renforcer leur pouvoir sur les Serbes, qui obéissent à l'autorité de Belgrade, pendant que le reste de la population obéisse à Pristina. Des offres ont été proposées des deux côtés pour une paix plus durable, notamment avec les accords d'Ohrid, qui octroient une reconnaissance des municipalités à majorité serbe par le Kosovo, et le non-blocage par la Serbie de l'entrée du Kosovo dans la communauté internationale. Malheureusement, les deux parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Plusieurs problèmes ont surgi depuis, celle des plaques d'immatriculation, mais aussi du boycottage des élections de la mairie par la minorité serbe, dont les postes ont été accordés à des Albanais, ce qui a posé d'autres problèmes. Les tensions atteignent de nouveaux pics ces derniers temps lorsque des hommes armés prennent siège dans le monastère de Banjska. Depuis un an, maintenant, les tensions ne cessent de monter et on ne peut pas prédire ce qui va réellement se passer. Au moins, vous avez désormais toutes les clés en main pour comprendre le conflit.